Non, c'est un moment, à mon avis, clé dans notre histoire, et on est toujours dedans, un moment où des jeunes gens nés en France, passés par l'école de la République française, prennent une Kalachnikov pour aller tuer d'autres jeunes Français dans une salle de concert ou à une terrasse de café. Ce moment-là, c'est un moment qui doit tous nous questionner, et nous on doit résister à la tentation du zapping. Vous savez, on zappe un événement par un autre. Et par exemple, en janvier 2015, on a promis que cette fois-ci on ne zapperait pas, qu'on était sur les places et qu'on allait réellement se poser des questions sur ce que signifie être français. On a zappé, et on a été surpris quand en novembre ça a recommencé, on a zappé, et on a été surpris quand en juillet ça a recommencé à Nice. Mais, donc, ne zappons pas, restons dans cet instant, et il y a cette fracture immense, et il faut absolument imposer aux gens de faire peur. Et donc, le président Hollande a une bonne idée, qui est qu'il faut donc que ces jeunes, a fortiori dans une nation cosmopolite, se croisent pour avoir le sentiment d'appartenir. Se pratiquent, se rencontrent, discutent et se croisent au moins symboliquement, et qu'ils se rendent compte à un moment de leur vie qu'il y a quelque chose de plus que leur environnement immédiat, qui a leur appartenance à quelque chose qui s'appelle un peuple, ou une nation, ou la République. Et donc il dit, il faut faire un service civique. Et je pense que c'est une idée extrêmement importante, qu'on ait eu raison de supprimer le service militaire, qui ne remplissait plus sa mission, mais qu'on a eu tort de le remplacer par rien. Parce que tout le poids ensuite de la création d'un peuple repose sur l'école. Or, l'école ne peut pas organiser ce brassage. Donc il y a besoin d'une structure où les gens se croisent, où les gens se brassent. Et donc il crée le service civique. Mais là, il reçoit des notes de ses conseillers qui lui disent que techniquement, c'est très compliqué à mettre en place, que ça coûterait beaucoup d'argent, et qu'en plus, ce serait sûrement impopulaire auprès des jeunes de les obliger à participer à ce service civique. Et donc il décide de le rendre volontaire. Alors, c'est extrêmement bien que ceux qui veulent s'engager, ceux qui sentent qu'ils font déjà partie d'un projet commun et qui veulent le mettre en pratique, eh bien, aient accès à ce service civique, mais ça ne répond pas aux fractures de la société française, parce que ceux qu'il faut toucher, c'est exactement ceux qui ne se sentent pas faire partie d'un espace commun et d'une aventure commune. Et donc, en le rendant volontaire, en gros, il ampute ce projet de toute possibilité d'impacter réellement la situation. Or, quand son Premier ministre, Manuel Valls, emploie des mots comme ghetto pour décrire la société française, il est Premier ministre, il dit qu'il y a des ghettos. Alors lui, il dit même qu'il y a un apartheid. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'apartheid, les mots ont un sens, mais il y a des ghettos sur le territoire français. Donc la conséquence, quand on emploie des mots aussi forts, si on ne veut pas faire perdre toute signification au langage, eh bien, c'est de mettre en pratique une politique qui vise à abattre les murs de ces ghettos. Or, si on recule devant cette idée qui n'est pourtant pas la plus polémique de l'histoire de l'humanité, la création d'un service civique, d'un service national, qui fasse que chaque personne en France, chaque citoyen, doit à un moment donné du temps à la collectivité, si on recule devant cette idée, ça veut dire qu'on ne prend pas au sérieux l'existence de ghettos, qu'on ne prend pas au sérieux les mots qu'on emploie. Et donc, c'est à mon avis le tragique d'une génération politique, ou de deux générations politiques, qui effectivement n'ont jamais connu de situation réellement tragique, pour qui l'expérience fondatrice c'est la victoire ou la défaite à une élection, et qui tout d'un coup se retrouvent face à un moment tragique de l'histoire, où il ne suffit plus de gérer et de communiquer, mais où il faut réellement prendre des mesures radicales, réécrire l'histoire commune et oser quelque chose de nouveau. Et donc là, ils reculent parce qu'ils ne sont pas formés. Ça, moi, j'ai été à Sciences Po. Je sais comment on forme les élites françaises. Et en réalité, même si il est de bon ton dans certains cours de Sciences Po de se moquer de Fukuyama, qui est cet intellectuel américain qui avait proclamé la fin de l'histoire au moment de la chute du mur de Berlin, en réalité, tout est fait comme si Fukuyama avait raison, comme si l'histoire était finie, comme s'il n'y avait plus de grandes questions qui se posaient, et comme si la seule chose qui devait maintenant nous importer, c'était de savoir gérer, donc de devenir des experts comptables, et de savoir communiquer, donc de devenir des communicants politiques.
Et le problème, c'est que dans une situation tragique, les experts comptables et les communicants ne suffisent plus. Je veux dire, c'est pas avec Gaspard Kanzer et avec, je sais pas, Sapin qu'on va gérer la question de recréer un peuple français. Et donc, il y a là une sorte de faillite réelle de 40 ans de déconstructivisme, de vide sidéral dans lequel on a évolué et auquel on s'est habitué. Et si vous prenez un exemple qui n'est pas très loin d'ici, je fais exprès de prendre un exemple qui n'est pas un exemple de gauche, c'est l'exemple d'Angela Merkel. Pourquoi Angela Merkel, elle semble, qu'on la critique ou qu'on la soutienne, elle semble être au-dessus des leaders politiques français, d'avoir une forme de stature historique. Parce que aussi, elle est née dans un pays et elle en gouverne un autre. Donc à un moment, elle a rencontré l'histoire et elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose d'autre que des destins individuels. Il y a quelque chose qui engage le sort de peuples entiers. Elle a rencontré ça de manière directe. Son monde s'est effondré et un nouveau monde a été créé. C'est une expérience que les dirigeants français n'ont pas et que par contre, les jeunes Français qui accèdent à l'âge adulte au moment des attentats vont avoir de manière tragique. Et donc il y a un décalage entre l'expérience qu'on vit en ce moment, qui est une expérience d'état de guerre, de conflit, et le personnel politique qu'on a, qui est formé à toute autre chose qu'à cela. Et on ne peut pas leur en vouloir à eux individuellement. Moi je trouve que François Hollande est probablement quelqu'un de très honnête. Et on ne peut pas le blâmer lui personnellement. C'est la faillite d'un collectif, d'une société en général, et d'élites en général qui réellement ont vécu comme si l'histoire était finie et qui ont déduit de leur bien-être personnel, par ailleurs, le bien-être collectif. Et ça, c'est quelque chose qui est une erreur fondamentale que les gens de pouvoir font généralement. C'est en gros de passer de son aisance au bien-être commun. Et juste pour finir, il y a quelque chose qui précède même les attentats, qui moi m'intéresse. Je me moque des sondages sur les personnalités politiques, parce qu'on voit que ça varie très vite et qu'on a toujours tort quand on s'y fie, mais surtout en ce moment. Mais je m'intéresse aux sondages sur la relation des gens aux idées ou sur la manière dont ils perçoivent leur existence ou le destin de leur nation. Et il y a un sondage très intéressant fait par un organisme américain à travers le monde qui pose deux questions. Comment jugez-vous votre état personnel, votre destin personnel, et comment jugez-vous le destin collectif de votre peuple, de votre nation? Et alors que dans la question sur notre état individuel, personnel, matériel, les Français, en gros, sont modérément pessimistes sur leur sort, mais ils sont au même niveau que les Belges, que les Hollandais, que la plupart des pays européens. Quand vient la question du destin collectif, eh bien, les Français se retrouvent au niveau des Irakiens et des Somaliens. Donc ça veut dire que là, il y a une sorte de déprime, d'angoisse qui est liée au fait que nous ne savons plus ce que nous voulons, ce que nous faisons, et quel est notre destin en tant que peuple. Qu'il y ait une perte de repères dans l'espace public, dans le commun. C'est pas la déprime française, c'est pas simplement une collection de déprimes individuelles. C'est une déprime réellement collective, et c'est d'autant plus fort en France qu'on a eu l'habitude d'avoir justement cet horizon collectif, ce mythe de la République qui nous guidait et qui nous faisait nous sentir appartenir à quelque chose qui nous dépasse. Et aujourd'hui, les Français ne sentent plus qu'ils appartiennent à quelque chose qui les dépasse, qui s'appellerait le destin de la France ou le destin de l'Europe, mais